Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce lundi. Plusieurs déplacés en Casamance, les populations du nord sindien, fief du chef rebelle Salif Sadio, commencent à quitter leurs habitations. Et cela fait suite à la reprise des opérations de sécurisation lancées hier par l'armée sénégalaise. Le point en début d'édition. La semaine démarre sur fond de contestation à la CNO. Une fois de plus, les agents dénoncent des orientations de la direction. Ils se plaignent de surcharge de travail pour des salaires dérisoires. À Sébikotane, les populations ont exprimé leur colère et cela fait suite à la cession de 75 hectares de la forêt déclassée de Sébikotane à des entreprises privées et vous les entendrez. Et enfin en sport, Basket Africa League, après 3 défaites et une victoire en 4 matchs disputés, le Dakar University Club joue sa survie dans la conférence Sahara ce mardi et ce sera face à l'Aïs Saleh du Maroc. Nous ferons le point avec Malik Jao dans la seconde partie de cette édition qui sera consacrée aux actualités des sports. Bienvenue. L'armée a donc repris ses opérations de sécurisation depuis hier en Casamance. Première étape, le nord sindien occupé par le chef rebelle Salif Sadio et ses hommes. L'armée est plus que jamais déterminée à récupérer cette partie et elle a déployé un arsenal spectaculaire. Notre correspondant sur place, Hassan Ba, nous apprend aussi que plusieurs populations ont déjà quitté la zone. Regardez. C'est dimanche dans l'après-midi que l'armée a commencé à pilonner l'opposition rebelle, située dans le nord Sindhian. Cette zone longtemps occupée par les bandes armées, fidèles au chef rebelle Salif Sadio, a été le théâtre de nombreuses exactions. Ces dernières années, la prise d'otage de 7 militaires de la mission de la CEDEAO en Gambie, le 24 décembre dernier, et toute la propagande qui en a suivi jusqu'à leur libération, a été une provocation de trop pour l'état-major sénégalais. Selon nos sources, d'importants moyens logistiques ont été déployés par l'armée dans la zone pour neutraliser les bases de Salif Sadio et reprendre toute la bande frontalière nord. L'intensité des bombardements a fait fuir les populations dans cette zone. Selon toujours nos sources, l'armée a récupéré ce lundi une base rebelle. Après plusieurs heures d'intenses combats, d'autres bases risquent encore de tomber sous l'escarcelle de l'armée. Si la situation actuelle continue sur le terrain, cette opération de sécurisation de grande envergure intervient 9 mois après la dernière, qui avait permis à la Grande Muette de reprendre toutes les bases rebelles du front sud, qui étaient sous la houlette du chef rebelle, César Atoute Badiat. Si l'armée reprend les bases de Salif Sadio et s'installe dans cette partie de l'arrondissement de Niassia, ce sera un tournant important dans cette crise vieille de 40 ans. Maintenant, l'option de l'État est claire. C'est la sécurisation intégrale de la Casamance, afin de permettre aux populations déplacées de retourner dans leur village. Juste après le début des bombardements, la base de Djekaï, située dans la zone des Palmiers, dirigée par Fatouma Koli, a sorti un communiqué pour appeler les deux parties à cesser les combats et de privilégier le dialogue. Et le politiste Hamidou Anne qui déclare qu'il est temps d'en finir avec tout ce qui menace l'intégrité territoriale de la République. L'invité de Dr Sénégal de ce lundi a aussi évoqué d'autres questions d'actualité avec Migui Maramdjaï. C'est une opération musclée lancée par l'armée sénégalaise dans le nord de la Casamance. La traque de Salif Sadio est donc lancée quelques semaines après la libération des militaires sénégalais. Un assaut qui est venu à son heure aux yeux de l'essayiste Hamidou Anne, qui n'est pas tendre avec la bande à Salif Sadio. On doit finir avec toutes les personnes qui menacent l'intégrité territoriale de la République, qui menacent de sortir une région du Sénégal. Effectivement, il n'y a pas de négociation à avoir avec ces gens-là. Il faut les combattre de la manière la plus virulente et la plus brutale possible. Et pendant ce temps, Ousmane Sonko propose une monnaie locale dans cette partie sud du pays. Une utopie selon l'analyse politique. Hamidou Anne ne comprend pas également les attaques du leader du parti PASTEF contre les institutions de la République. La politique a un temps
Les hommes politiques ne sont rien d'autre que des hommes dans un champ beaucoup plus global. Et quand on projette notre pays dans une histoire beaucoup plus large, on doit que la place qu'on a acquise au plan international, la stabilité, la démocratie, la liberté d'expression qui sont sacrées dans notre pays, sont le résultat d'un combat acharné mené par des hommes d'État, par des républicains. Et c'est aussi un combat pour davantage nourrir les institutions, les solidifier et les renforcer. Donc je ne peux pas comprendre qu'un homme politique soit dans la défiance vis-à-vis des institutions républicaines et que s'il arrivait un jour au pouvoir, il s'appuierait sur les mêmes institutions pour gouverner les citoyens sénégalais. Le leader du parti PASTEF et ses camarades membres de Yewwi Askan Wi rêvent également d'une cohabitation à l'hémicycle. Hamidou Anne reste sceptique. Je ne pense pas, je peux me tromper encore une fois, mais je ne pense pas qu'une cohabitation soit possible parce que le mode de scrutin permet quand même souvent de favoriser la coalition au pouvoir. Parce que donc parce que c'est une liste majoritaire, c'est une liste proportionnelle, et souvent la configuration électorale permet quand même, et ça c'est dans tous les pays qui ont le même système, permet de favoriser le camp du pouvoir. Mais ce sont des élections avec de vrais enjeux, parce que c'est le dernier scrutin à la prochaine présidentielle. En tout cas, la coalition Benno Bokk Yakaar doit vite redorer le blason au lendemain des locales avec la perte des plus grandes villes du pays. Et pour cela, les membres de la coalition doivent tenir un discours de vérité au président de la République de la vie. Hamidou Anne. Merci beaucoup, Migui Maramdja. Nouvel épisode de contestation à la CNO. Les agents en brassard rouge ont dénoncé ce lundi les orientations de la direction sur charge de travail, salaire précaire, autrement que les délégués de l'intersyndicale ont évoqué dans ce reportage de Seynabou Babou et Augustin Mandan. 48 heures de port de brassard rouge décrété par le personnel de la CNO. À l'origine, une mauvaise gestion de la société par la direction générale, selon l'intersyndicale des travailleurs. Ces délégués dénoncent une modicité des salaires, des primes de logement, entre autres. L'ensemble du personnel de la CNO déplore, entre autres, les mauvaises orientations stratégiques dans la gouvernance de la CNO qui tire sans cesse vers le bas la qualité du service et plombe les résultats de l'entreprise. Le traitement princier des expatriés et le recours exagéré aux missions d'experts du groupe Suez sans valeur ajoutée. Les travailleurs déplorent également une surcharge de travail, mais aussi la précarité des contrats pour les nouvelles recrues. La démotivation généralisée du personnel de la CNO, qui est soumis à un niveau de précarité sans précédent. La modicité des salaires, des primes de logement et des primes de responsabilité du personnel. Le retard récurrent et volontaire dans la dotation de matériel de travail tels que les véhicules et le mobilette pour le personnel. L'intersyndicale des travailleurs appelle à une mobilisation pour avoir gain de cause. Un opérateur visiblement inapte à assurer la stabilité dans le secteur de l'eau au niveau national. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO demande à tout le personnel de se mobiliser pour mener la lutte jusqu'à la satisfaction totale de sa plateforme revendicative dans le respect des lois et règlements en vigueur au niveau national. Plus de 2 ans maintenant depuis l'arrivée de la CNO au Sénégal. Pour l'intersyndicale des travailleurs, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de prendre à témoin l'opinion publique, nationale et internationale sur les conséquences que pourrait avoir ce mouvement d'humeur initié par le personnel. Et sur un autre front, le foncier, les habitants de Sébikotane s'insurgent contre l'attribution de terres à des entreprises privées. Il s'agit de 75 hectares de la forêt déclassée, d'ailleurs à la demande des populations. Le point, c'est avec Babacar Seck. Le déclassement de 75 hectares dans la forêt de Sébikotane, souhaité par les populations qui font face à la pression démographique dans la zone, suscite des interrogations. Elle dénonce l'attribution de 75 hectares à des entreprises au détriment des populations. Ces sociétés ont bénéficié de 75 hectares suite à une requête
introduite par le maire sortant qui avait demandé 200 hectares selon la lettre de présentation du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cependant, notre localité qui souffre d'un manque criard d'espace ne bénéficie d'aucune affectation de terre destinée à la réalisation d'infrastructures publiques, lycées, centres de santé, marché central moderne, stade fonctionnel, gare routière, etc. La liste n'est pas exhaustive. Le collectif pour la sauvegarde du patrimoine foncier de Sébikotane demande la révision du décret et la régularisation des occupants. Nous attirons l'attention de Monsieur le Président de la République sur les risques de tension sociale car cette zone déclassée est déjà occupée par des Sébikotanois qui ont mis en valeur ces terres. Dès lors, nous lui demandons la révision de ce décret afin qu'il puisse prendre en charge nos préoccupations en termes d'extension de notre territoire et de régularisation des parcelles déjà attribuées. Les populations ont demandé au nouveau maire de porter le plaidoyer pour la restitution des terres aux Sébikotanois. Et l'on s'intéresse maintenant à une initiative saluée quand même par les usagers, mais l'avènement des taxis Yango fait grincer des dents. Les taxis classiques réunis en fédération se sentent menacés et dénoncent une concurrence déloyale. Mamadou Sy et Barroso les ont rencontrés. L'atmosphère était tendue lors de la marche de la Fédération des taxis du Sénégal. C'est finalement une déclaration qui a été faite à la place de la marche. Pour cause, les taximans voulaient aligner leurs véhicules pour se rendre au rond-point RTS. La police a opposé au niet catégorique une démarche déplorée par les taximans. D'abord, on va déplorer l'attitude de la police. Ils ont empêché de faire notre marche tranquillement, alors que nous avons notre autorisation au niveau du préfecture. C'est ça que nous allons déplorer d'abord. La Fédération des taxis du Sénégal dénonce également le transport irrégulier, les amendes forfaitaires, la nouvelle application pour réserver un taxi et la concurrence déloyale. Notre raison de notre marche aujourd'hui, c'est de déplorer les transports irréguliers en général. Notamment, on peut les citer, les applications qui interviennent dans le secteur du taxi, sans aucune règle ni droit. Les tchak-tchak, les wargainés et les clando, qui font du transport sans aucune règle. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous avons des problèmes de laissez-passer, alors que l'État nous avait promis de distribuer les laissez-passer dans tous les bureaux de conservation. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. Il y a la terre, il y a la BRT, qui sont des nouvelles transports de masse, qui nous fait une manque à gagner. Ses membres exigent l'affichage des amendes forfaitaires, la suspension des laissez-passer, la régularisation du transport et l'arrêt immédiat des clandos et tchak-tchak. Nous demandons aussi l'arrêt immédiat des circulations de taxis clandestins communément appelés clandos, wargainés et tchak-tchak. Nous demandons aussi le renouvellement du parc de taxis et l'implication de ces acteurs. Nous demandons aussi l'affichage des amendes forfaitaires dans tous les bureaux de contravention, la suppression des laissez-passer. Nous demandons aussi des aires de stationnement dans toutes les communes de Dakar et dans les aérogares du BRT et de la Terre. La Fédération des taxis du Sénégal n'entend pas s'en arrêter là. Elle envisage de mettre en place d'autres plans d'action en concertation avec les acteurs du transport. Un mémorandum sera déposé dès aujourd'hui sur la table des autorités. Des embrouilles aussi au sein de l'APR Bombay à l'origine des différends entre le maire de Réfane, Dip Tiao et Morgom. Ils s'accusent mutuellement de semer la discorde au sein du parti. Correspondance Gorandaklo et Tchernofaï. Des militants du parti au pouvoir à Bambey s'érigent en bouclier pour dénoncer la démarche de l'actuel coordonnateur départemental qui, selon Djipiao et ses camarades, n'œuvre que pour l'implosion du parti au pouvoir. Considérant la gestion clanique, à la limite familiale,
de notre ex-coordinateur qui pense que le mérite, tout le mérite de notre parti se limite dans son quartier. Je dis bien dans son quartier, je ne dis même pas dans son village. Considérant toutes ces anomalies dans notre coordination départementale et leurs conséquences désastreuses sur Benno Bokk Yakaar en général et l'APR en particulier, nous disons qu'il faut s'arrêter. Voici le maire de Réfane d'ajouter que depuis quelques années, l'APR ne cesse de chuter dans le Bawol. Pas de recrutement de nouveaux militants, dégoût des populations à la seule évocation du nom de notre parti, résultats électoraux sans cesse décroissants, avec à la clé la perte de 7 communes sur 12 aux dernières élections municipales. À cet effet, le maire de Réfane annonce qu'il est temps de revoir la politique du coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République. La solution, monsieur, s'il vous plaît, c'est enfin aller vers les populations du département de Bambey, les écouter, les réécouter, recueillir leurs doléances, recueillir leurs besoins et en faire part au président de la République, en faire part au gouvernement du président de la République Macky Sall pour que ces besoins soient réglés. À Bambey, l'Alliance pour la République est au bord de l'implosion, une situation due selon le maire de Réfane à l'inactivité du coordonnateur départemental du parti au pouvoir. Tout autre chose maintenant, l'édition 2022 du Dakar de Médine Gouna s'est achevée aujourd'hui. Le comité d'organisation a donc évalué les 10 jours de retraite spirituelle. C'est avec Dr Omar Ba, président de la commission. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Cher Moussa Sarr et Sizignan. Nous avons vu quand même qu'il y a eu un effort considérable qui a été réalisé pour améliorer la sonorisation sur le site du Dakar. Nous avons eu aussi dans nos préoccupations à avoir un quartier général, nous sommes dans ce quartier général, pour permettre au moins aux pèlerins, aux membres de différentes personnes qui sont là de pouvoir être dans de bonnes conditions pour se restaurer, pour pouvoir se reposer ou faire aussi le dévotion, de prière, parce qu'il est ouvert à tout le monde. C'est pour ça que nous l'avons aménagé et donc il a été à la disposition de tout le monde pendant la durée du Dakar. Nous avons aussi à mettre en place la logistique, c'est-à-dire des véhicules avec des chauffeurs, donc la logistique, pour permettre aux différentes équipes qui travaillent dans l'organisation de Dakar de se déplacer, les différentes commissions du comité d'organisation lui-même, pour pouvoir faire des navettes entre Médina et ici, pour pouvoir aussi accompagner les pèlerins qui sont partis dans les champs du Marabout, pour donc pouvoir faire ce qu'on appelle le Tierno. Et ça aussi, on les a assistés. Nous avons aussi assisté l'ensemble des services déployés sur le terrain en termes d'aliments. C'est-à-dire nous avons donné des denrées, nous avons donné de l'eau. Et nous avons assisté sur les pèlerins parce qu'ici le véritable problème c'est l'eau. Nous avons vraiment assisté, on a mis de l'eau à la disposition de l'ensemble de ceux qui en avaient besoin et aussi ceux qui en demandaient. Toutes les équipes se tiennent de... Les actualités des sports, c'est tout de suite avec Pape Malik. Bonsoir Pape Malik et bienvenue. Bonsoir Adam. Nous démarrons avec du football championnat local Ligue 1. La chaise musicale continue entre le trio Génération Foot Casa Sport et Guédiawaye FC. Effectivement, puisque désormais c'est bien Génération Foot qui prend le fauteuil au niveau du classement. Les Grenats ont écrasé Mbour Petite Côte par 4 buts à 1 et prennent donc la tête du classement qui était entre les mains de Guédiawaye FC. Les Crabes étaient partis pour être sacrés à mi-parcours, mais ils ont été freinés par Casa Sport à domicile, 2 buts à 0. Cette 13e journée a été assez prolifique en buts. Effectivement, 13 buts ont été recensés durant cette 13e journée. Le tout, c'est Richard Diop.
Toutes les équipes se tiennent de près à l'issue de 13 journées. Seuls 14 points séparent le premier Génération Foot et le dernier Ndiambour. Le Casa Sport, qui est l'unique équipe invincible de la phase aller, n'a gagné que 5 matchs pour 8 nuls. Guédiawaye FC a été délogé de la première place suite à sa défaite 0-2 à domicile devant le Casa Sport. C'est le 3e revers des Crabes cette saison et c'est toujours devant le public. Il ferme le podium avec 22 points. Les Verts du sud du pays sont désormais 2e avec 23 points. Génération Foot est le champion de la mi-saison. Les Grenats ont largement dominé Mour Petite Côte ce week-end au stade Fodé-Wade 4-1. L'attaquant Ngagne Fall a signé un doublé. Le choc de cette 13e journée opposait le Teungueth FC à l'AS Pikine au stade Ngalandou Diouf. Les deux équipes se sont quittées sur nul, un but partout. Le capitaine de TFC, Moutarou Bandé, a été exclu dès la 39e minute de jeu. 6e nul d'affilée des Rufisquois qui n'ont pas gagné le moindre match en 2022. Leur dernière victoire remonte à décembre 2021 face à Guédiawaye FC, 3-0. Diamba renoue avec la victoire après celle de la précédente journée. Les académiciens ont dominé l'US Gorée 2-0. 5 buts inscrits et 0 encaissés en 2 matchs. L'équipe semble bien retrouver sa forme d'antan. Match nul et vierge entre le Dakar Sacré-Cœur et la Linguère de Saint-Louis. 13 buts ont été marqués à l'issue de 6 rencontres. Saïkou Seydi, pour les détails de cette 13e journée, notez que pour la fin justement de cette 13e journée, le CNEPS Excellence accueilli au stade Mouniang Soumaré Djaraf et ce sont bien les Thiessois qui se sont imposés 1-0. La parole maintenant au journaliste Lamine Mondian Djedjou qui fait le bilan de la phase allée de la Ligue 1. Le journaliste au quotidien Stade note donc un niveau plus élevé, bien évidemment, tout en saluant la prestation du leader à mi-chemin. Le Casa Sport, à propos donc de Teungueth FC et du Ndiambour de Louga, il parle tout simplement d'un problème d'adaptation concernant les nouvelles recrues. Lamine Mondian nous fait le bilan de ces 13 journées passées. Il est au téléphone de Pape Madiakhaté Sarr. Je pense que le championnat est plutôt relevé. Parce que si on voit le changement de leader entre la première et la 13e journée, on voit qu'il y a une certaine amélioration des équipes, même si le festival offensif est encore, pour moi, assez bon. Il faudra essayer de relever un peu plus le niveau. Le Casa Sport est une équipe qui est difficile à manœuvrer, une équipe qui semble être arrivée à maturité avec une génération qui joue ensemble depuis 3 ans, même s'il y a des recrues par-ci et par-là pour combler certaines défaillances, mais je pense que c'est une équipe qui a progressé au fil des années et qui a un entraîneur qui maîtrise bien son groupe. Teungueth FC, je pense qu'il y a un problème d'adaptation des recrues parce que en général un champion traverse ce genre de moments, il faut savoir se relever et je pense que si les joueurs s'adaptent très bien au système en 3-5-2 prôné par Youssouf Dabo, je pense qu'ils peuvent se rebuffer et accrocher le wagon lors de la seconde partie de saison, ce qui ne sera pas chose aisée parce que le 3-5-2, beaucoup d'équipes commencent à s'y attendre et à le contrer bizarrement à chaque fois. Presque quand Teungueth est mené, s'il passe en 4-3-3, ils reviennent au score et tout. Peut-être que le salut viendrait d'un retour au 4-3-3. Pour Ndiambour, je pense que c'est dû au chamboulement d'effectifs. Parce que Ndiambour, chaque année, il change beaucoup de joueurs et c'est difficile de travailler avec une certaine constance, avec un groupe qui change presque tout le temps. Je pense qu'il serait bien de savoir travailler dans la constance et pouvoir compter sur le noyau dur. Et en Ligue 2 aussi, Pape Malik, on a joué la 13e journée. Les attaquants n'ont pas chômé. Et une journée donc riche en buts. Exactement 18 buts ont été calculés durant donc cette 13e journée. Les filets ont donc tremblé exactement à 18 reprises et bien évidemment les supporters se sont régalés. Sonacos FC par exemple qui a battu Amitié FC 3-1. Un but partout entre US Ouakam et Keur Madior. 2-1 entre Stade de Mbour et Duc. 0 but partout. C'est la seule rencontre où il n'y a pas eu de but entre Niaritali et Walidan. Oslo EFA est allé battre US Sport 1-0. 3-1 entre Demodiop et Renaissance. Et enfin 2 buts partout entre Thiès FC et Diamono Fatigue. Au niveau du classement, contrairement à la Ligue 1, eh bien, rien ne change au niveau du podium puisque c'est bien Walidan qui est toujours à la tête du classement du haut de ces 26 points à égalité donc avec Stade de Mbour en milieu de tableau.
On a des équipes comme Duc, Wakam ou encore Keur Madior. Et donc dans la zone rouge, bien évidemment, avec cette Ligue 2 qui promet toujours. Amitié FC est toujours bon dernier du haut de ses 10 points. Et nous parlons football européen maintenant. Les Lions du Sénégal ont frappé fort ce week-end. Notamment avec Moustapha Nam qui a marqué son 7e but de la saison en Angleterre. Nampalys Mendy étrenne donc sa première titularisation après la Coupe d'Afrique des Nations. Baye Omar Niasse et Babacar Khouma réapparaissent avec plus d'efficacité avec leur club. Et enfin en Turquie, Pape Alioune Ndiaye et Pape Abdou Cissé ont marqué dans le même match. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. France pour débuter ce tour de Lyon, même si ces derniers n'y ont pas trop brillé ce week-end. Grâce à un Alfred Gomis très solide, Rennes est allé s'imposer sur la pelouse de l'Olympique lyonnais 4-2. Avec Pape Matar Sarr comme seul Sénégalais titulaire, Metz concède le nul 0 but partout devant Lens. En Ligue 2, Moustapha Nam marque son 7e but de la saison et participe à la victoire de Paris FC devant Niort 2-0. Marseille gagne également face à Brest avec Pape Alassane Gueye comme titulaire. En Angleterre, Nampalys Mendy étrenne sa première titularisation depuis son retour de la CAN, même si Leicester a été battu par Arsenal. Toujours aussi solide dans ses cages, Edouard Mendy a permis à Chelsea de s'imposer 1-0 devant Newcastle. En Ligue 1, Baye Omar Niasse réapparaît avec Burton Albion et plante un doublé qui permet à son équipe de s'imposer devant Fleetwood 3-2. En Espagne, Youssouf Sabaly enchaîne des titularisations avec Betis Séville. Ce dimanche, les Andalous se sont imposés devant l'Athletic Club sur la plus petite des marges. En Serie A, avec Kalidou Koulibaly en défense, Naples s'est défié de Hellas Vérone 1-0. En Grèce, c'était la soirée des Sénégalais. Olympiakos recevait Aris Salonique dans les playoffs. C'est Pape Abou Cissé qui a d'abord ouvert le score avant d'être imité par Papa Alioune Ndiaye. Mais c'est finalement le Pirée qui l'emporte 2-1. Danemark, pour terminer, Babacar Khouma permet à Copenhague de l'emporter sur le fil devant Midtjylland 1-0. Et pour terminer aussi avec du basketball, le Duc va disputer son 5e et dernier match dans la conférence Sahara ce mardi. L'objectif est clair, s'imposer pour se qualifier. Et ils sont donc opposés à l'AS Salé du Maroc. Un match qu'il ne faudra tout simplement pas perdre pour accéder tout simplement donc ou bien faire partie du top 4 dans cette conférence. Le coach et le capitaine sont unanimes sur le mot d'ordre. Il ne faut surtout pas perdre face à l'AS Salé. Et ce lundi, notez bien que le Rwanda Energy Group, à savoir REG, a renversé l'US Monastir 77-74 et valide donc son ticket aussi pour les playoffs qui vont se jouer chez eux à Kigali. Ce succès du REG réduit encore les chances du Duc pour se qualifier. Seule une place est disponible pour 3 équipes actuellement, l'AS Salé, le Ferroviaro d'Abeira et le Dakar Université Club. L'AS Salé, adversaire des jaunes, demain mardi et donc face au SLAC ce lundi à partir de 21h. Merci, Pamalig, pour toutes ces actualités des sports. C'en est tout pour cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour un autre 19h45.